Dans la première partie, Lily nous a raconté son premier mariage et comment son mari l'a quittée pour épouser son amour d'enfance. Après avoir affronté une longue période de dépression, elle se remarie et décide de s'installer sur Creil. J'avais appris qu'en fait, mon ex-mari s'était remis avec son amour d'enfance moins d'1 mois avant de demander le divorce, qu'il lui avait promis d'affronter tout le monde si elle était prête à revenir et qu'elle avait cédé car elle avait longtemps dû lutter contre ses sentiments. Et tant pis si elle brisait ma famille, elle l'aimait trop. Il nous arrivait de nous croiser. Vivre à quelques pas les uns des autres m'était insupportable. Je réalisais toute l'ampleur de la trahison dont j'avais été victime. J'étais écœurée. La blessure était encore beaucoup trop ouverte pour que je le vive autrement. C'était, comme on dit, le moment de changer d'air. Mes enfants ne voulaient pas déménager. Ils ne voulaient pas quitter l'endroit où ils avaient vécu depuis toujours. Dès que je leur ai annoncé la nouvelle, ils ont tenu mon mari pour responsable et lui en ont voulu car pour eux, tout était de sa faute. Avec ce nouveau départ, la garde partagée se complique. Nous sommes en pleine année scolaire et mon ex-mari pose la condition que nos enfants restent scolarisés sur Paris ou alors il demanderait la garde exclusive. Quand c'était ma semaine de garde, mon mari les déposait et les récupérait, mais mes enfants lui manquaient de respect. Alors il n'a plus voulu le faire. J'ai pris la relève, mais c'était un rythme épuisant. J'avais déjà fait 2 fausses couches et mon mari disait que c'était de la faute de mes enfants. L'entente entre mes enfants et lui n'existait plus. Il gagnait bien sa vie et nous avions un logement très onéreux dans le privé. J'ai fait le tour des bailleurs, harcelé la mairie, enchaîné les rendez-vous pour obtenir un logement social. J'étais à nouveau enceinte et dans notre T3, ce n'était plus possible. La patience a fini par payer. Alors que j'accouche de mon 3e enfant, on reçoit enfin la bonne nouvelle de l'attribution d'un logement social. 1 mois après l'arrivée de bébé, on emménage. Mais mon mari supporte de moins en moins les enfants issus de mon précédent mariage. Il exige de moi que je mette un terme à la garde partagée et qu'ils aillent définitivement vivre avec leur père, ce que je refuse. Il était inconcevable pour moi de continuer à vivre avec un homme qui n'aime pas mes enfants. Alors il est parti. Quand il m'a quitté, mon bébé n'avait pas 3 mois. Je me retrouvais avec 3 enfants à élever, loin de tout, sans véritable ami à qui me confier. J'étais seule. J'ai songé à repartir vivre en banlieue, de façon à me rapprocher de ma famille et de mes proches. Mais j'avais trop honte de revenir. J'ai fait le choix de rester ici. Les enfants avaient fini par s'y plaire et se faire plein de copains. Comme j'avais le bébé en plus, je me suis arrangée avec leur père et on a convenu qu'il serait scolarisé sur Creil. Lui ferait les allers-retours lors de sa semaine de garde. Pour la première fois, je découvre le RSA. Je sentais que j'avais touché le fond. Je reçois un courrier de convocation de ma référente qui m'indique un rendez-vous. Lorsque je me rends à l'entretien, je vis un véritable calvaire. Assise dans le bureau, j'explique les difficultés à chercher du travail sans mode de garde. Ici, pas de contrat de travail, pas de crèche, pas de mode de garde, pas de travail. Et je n'avais pas confiance aux assistantes maternelles. Je suis trop loin de ma famille et mon cercle se limite aux mamans de l'école, dont beaucoup sont malheureusement des mères isolées qui affrontent les mêmes difficultés que moi. Alors elle m'a répliqué que le problème venait certainement de moi, que des solutions de garde existent pour faire garder mon bébé, que j'avais sûrement beaucoup trop apprécié de rester à la maison à ne rien faire, plutôt que d'aller travailler. J'étais choquée qu'une professionnelle s'adresse à moi de la sorte. J'avais déjà honte de me retrouver là, alors me faire ressentir que j'étais un cas social, c'était encore plus humiliant. Peu à peu, je commence à affronter la dure réalité que beaucoup de mamans célibataires et sans emploi vivent autour de moi. Il y avait bien cette maman que je croisais tous les jours, que je pouvais peut-être prendre en exemple. C'est vrai, on était dans la même situation de mère isolée, mais elle s'en sortait bien. Elle arrivait même à se payer des sacs de grandes marques. Mais faire des crédits pour me payer des trucs chers, ça ne me disait pas. Alors oui, j'avais bien une pension alimentaire pour les enfants, mais ce n'était pas suffisant. Et le père de mon dernier enfant ne s'en préoccupe pas. Tout augmente. Après les courses, le frigo se vide aussi vite que le caddie s'était rempli. Mon soulagement, c'est quand mes 2 premiers enfants sont chez leur père et que je n'ai plus que le bébé à gérer. Les mois sont durs, longs et interminables. Par moments, il me manque le lait de croissance pour le bébé. Il m'arrive d'aller gratter du pain à la boulangerie, de faire crédit chez l'épicier et même à la boucherie. Je me souviens qu'un soir, c'était vraiment la dèche. Le RSA devait tomber le lendemain, mais il n'y avait plus rien pour dîner.
Alors pour les amadouer, je leur demande d'aller faire une petite sieste le temps que je cuisine quelque chose. Je savais qu'ils allaient dormir jusqu'au matin. Et ils se couchent le ventre vide. À leur réveil, ils avaient hyper faim. Après le petit déjeuner, on a été faire les courses. Comme d'habitude. Des pâtes, des œufs et rebelote. Je paye mes factures, rembourse mes dettes aux commerçants et je rame jusqu'à la fin du mois. Ça devenait une routine. Et voilà que le rappel des charges passe sur mon compte. Je me retrouve dans la mouise. Lorsque j'en parle à cette maman, elle me dit « Écoute, je peux te proposer un truc, mais il ne faut pas ébruiter. » Je m'interloque. « Comment ça ?» Et elle poursuit. « Apparemment, il y a des hommes qui ont de l'argent qui cherchent des femmes comme nous. » Je lui demande « Mais pourquoi faire ?» Et elle me répond « C'est comme si vous sortiez ensemble, mais à la fin, ils te règlent tes factures, tu vois ?» Je riposte alors. « En gros, tu te prostitues. » Elle me répond qu'il ne faut pas le voir ainsi, que c'est ce que beaucoup de mamans célibataires font, et qu'il vaut mieux ça, être payé, que de tomber sur des omelettes qui fuient et n'assument pas leur enfant par la suite. Qu'au moins, il n'y a pas d'attache. J'insiste encore. Oui, tu es une prostituée. Jamais de la vie je ne ferai ça. Elle me dit ok, pas de souci, si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Je comprenais mieux après coup comment elle se payait toutes ces marques. Plus d'1 an passe, les enfants grandissent et me demandent de plus en plus de choses que je ne peux malheureusement pas leur offrir. Je n'ai pas les moyens de faire plus. Je crains qu'ils se mettent à envier d'autres enfants. Si seulement je pouvais leur éviter de ressentir ça. Je suis tellement frustrée dans ces moments, mais je tiens bon. Je me mets en tête que quand mon dernier entrera à l'école, je pourrai enfin me remettre à chercher du travail ou me former à quelque chose. Peu à peu, je me suis enfoncée dans mon train-train quotidien. Les factures d'électricité et de gaz ont doublé. Je n'ose plus emmener les enfants faire les courses avec moi. Je ne fais plus à manger que pour eux. Moi, je me contente des restes quand je ne les resserre pas aux enfants le lendemain. Quand vais-je voir le bout ? Ça va s'arrêter où ? Dans cette horrible période, je fais un pet en voiture. La carrosserie est morte. Le garagiste m'indique 900 € de frais, rien que pour les réparations. Je ne les avais pas. J'avais pas moyen de les avoir. Alors pour se déplacer, on prend le bus avec les enfants. C'est une vraie galère. On est en plein hiver, j'en peux plus. Je suis épuisée dans ma tête, je n'en peux plus. Et ça peut sembler ridicule, avec tout ce à quoi j'avais fait face. C'était ça, la goutte d'eau. Un matin, près de 2 ans après avoir refusé sa proposition, je frappais à sa porte. Je lui demande comment ça se passe. Elle me dit que j'ai le choix de fixer mes tarifs ou de fournir mes factures et le client s'occupera de s'en acquitter. Que je n'ai pas à m'inquiéter, il s'occupera de moi comme si j'étais sa femme. Elle ajoute que je peux lui laisser les enfants quand je serai avec un client et qu'on pourrait également s'arranger si j'ai besoin de les faire garder la nuit. J'ai dit ok, je lui indique que je ne veux qu'un seul client. Je ne suis pas prête à en avoir plusieurs et que pour passer la nuit avec, je refuse. Elle me dit alors qu'elle s'occupe de tout et le soir même elle revient vers moi. Elle me donne les infos et me dit que le client passera le lendemain si je suis intéressée. J'ai dit oui. Elle m'envoie alors son numéro et on a commencé à échanger. Me voilà en train de discuter de mes tarifs, de la fréquence de mes services. Il y a des pratiques sexuelles auxquelles je n'adhère pas du tout. Alors je fixe les limites de mes prestations et on se met d'accord. Le soir même, il se présente chez moi. Quand j'ouvre la porte, je fonds en larmes. Il essaie de me rassurer et me demande de lui raconter ce qui se passe. Je lui dis que je ne suis pas une traînée, mais que j'ai d'énormes problèmes d'argent. Et lui me répond qu'il n'est pas non plus un proxénète, que nous sommes 2 adultes qui veulent seulement se faire plaisir, qu'il faut que je le voie de cet œil-là. Mais ces mots ne m'ont pas du tout réconfortée. J'étais mal. Il ne s'est rien passé ce soir-là. Il m'a donné 500 € et a dit en partant qu'il me rappellerait pour prendre de mes nouvelles. Il m'a rappelé peu après son départ. On a longuement discuté. Le lendemain, il est revenu et c'est comme ça que ça a commencé. C'était devenu officiel. Pour arrondir mes fins de mois et nourrir mes enfants, je me prostitue. J'arrive à gagner jusqu'à 400 € par semaine. Il m'arrive de le rejoindre dans sa voiture en faisant mine de descendre les poubelles, ou alors je confie mes enfants et il me retrouve chez moi le plus souvent. À l'approche des vacances scolaires, pour pouvoir offrir des choses à mes enfants et les sortir, c'est moi qu'il sollicite davantage. Et cela m'aide beaucoup car j'arrive même à mettre de l'argent de côté. Cette situation me pèse. Je suis dégoûtée de moi, de ma vie et de ce que j'en ai fait. J'étais passée de femme mariée comblée à mère divorcée prostituée. Quand je me refais le film de ma vie, je me rends compte que j'ai toujours dépendu des hommes. C'est un de mes nombreux regrets. Je sais que certains diront « Mais va travailler ». C'est tellement dur. Quand tu as un enfant en bas âge et que tu n'as pas de place en crèche, à chaque fois que je dois prendre rendez-vous, je dépends des disponibilités d'une voisine. Je ne me cherche pas d'excuses. Je me sens moi-même impardonnable. Admettre que j'en suis venue à utiliser mon corps
Pour entretenir ma famille, c'est très dur à assumer. Personne de mon entourage ne se doute que je suis tombée si bas. Et jamais je ne proposerai cette solution à une autre femme dans la même situation. Quand j'entends dire qu'on a toujours le choix dans la vie, je me demande seulement à quel moment je me suis trompée. Quel a été le premier choix qui m'a fait cheminer vers cette déviance? Je veux dire aux jeunes mariés que croire que le mariage féerique que l'on vit une journée est éternel est un leurre. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Jamais je n'aurais imaginé en arriver là, en arriver à devoir estimer le prix de ma dignité, à piétiner les valeurs avec lesquelles mes parents m'ont élevée, à bafouer mes convictions, mon éducation, à vivre une double vie tout simplement. Il faut être autonome dès le plus jeune âge et ne jamais dépendre d'un homme. Élevez vos filles à être indépendantes, car la précarité peut mener à perdre sa dignité. Si je vous partage mon secret, c'est pour dire ma souffrance. Mais aujourd'hui, je vais plus que jamais reprendre ma vie en main et sortir de la prostitution. À celles qui m'auront lu, à toutes celles qui m'auront écouté, quel que soit le sentiment que vous inspire mon histoire, je veux vous dire merci, car je n'ai plus peur. Je m'excuse encore d'avoir écrit si tard. Je me sentais mal et j'ai vidé mon cœur. Lily, une gaïndé en souffrance. Vous venez d'écouter le récit déchirant de notre deuxième gaïndé, qui n'est pas sans rappeler combien les parcours menant au plus vieux métier du monde sont diversifiés. Pour la petite histoire, c'était pas moi qui le dis, c'est Rudyard Kipling, célèbre écrivain du 19e siècle, qui dans son ouvrage paru en 1888, La lune pratique le plus ancien métier du monde, adapté l'histoire d'une prostituée et employé pour la première fois cette expression. C'est aux États-Unis, au début du XXe siècle, alors que les progressistes se demandaient comment appréhender la question de la prostitution, que les professionnels de santé ont pris l'habitude de l'employer jusqu'à ce qu'elle devienne une citation à part entière. Lorsque certains voulaient entraver l'expansion de ce vice et des maladies sexuellement transmissibles, les opposants répliquaient qu'il était futile et improductif de vouloir combattre la prostitution, car c'était le plus vieux métier du monde. À l'ère du numérique, la lutte contre le proxénétisme se complexifie, excite les trottoirs bien qu'il n'ait pas totalement disparu, et place à la cyberprostitution. Selon Statista, on comptait 4 fois plus de mineurs victimes de proxénétisme sur notre territoire en 2020 qu'en 2016. On en compte 7 à 10 000 par an, une tendance qui serait liée aux réseaux sociaux et qui ne cesse de progresser. Dans toute société, 2 conditions sont principalement identifiées comme étant les 2 grandes causes de ce commerce, la précarité et l'isolement. Que l'on s'y engage volontairement ou non, la prostitution porte gravement atteinte à l'intégrité physique et psychologique des personnes qui la pratiquent. C'est dans cet esprit que la loi du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, vient les reconnaître non plus comme des délinquantes, mais plutôt comme des victimes. L'État met alors en place un plan de protection des victimes, ainsi qu'un dispositif de parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, qui, sous condition, donne également droit à l'AFIS, aide financière à l'insertion sociale et professionnelle. Vous pouvez également nous contacter pour faire la démarche en ligne, suite à laquelle vous serez orienté vers l'association agrémentée et spécialisée la plus proche. Nous souhaitons remercier Lily pour son témoignage, ce premier pas a demandé beaucoup de ressources et nous nous tenons à ses côtés, si besoin, pour l'accompagner dans son parcours de sortie. La caravane passe, les lions rugissent, rendez-vous au prochain épisode du podcast des Gaïndé Girls.